Bonjour à tous, bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. C'est un peu votre retour aujourd'hui, en tout cas votre première interview à la télévision depuis que vous avez quitté le gouvernement. Est-ce que vous êtes imposé une sorte de cure de discrétion médiatique après plusieurs années passées au gouvernement et parfois dans la tourmente, puisque c'est vous qui avez quand même, on s'en souvient, mené la difficile bataille de la réforme des retraites? Non, ce n'est pas la discrétion, c'est d'abord un temps intermédiaire, lorsqu'on quitte le gouvernement et que l'on est parlementaire, c'est mon cas. Il y a 30 jours pendant lesquels on est dans un entre-deux, entre la fin des fonctions ministérielles, le retour à l'Assemblée, et c'est à la fois 30 jours de repos, de coupure, 30 jours aussi pour faire le bilan et puis aussi mesurer aussi l'engagement pendant ces 6 années et la confiance témoignée par le président de la République et les 3 premiers ministres que j'ai servis. Alors vous allez me répondre sincèrement, est-ce que vous avez été déçu de ne pas faire partie du gouvernement Attal, ni de la première équipe avec ses 14 ministres de plein exercice, ni de la seconde avec les ministres délégués, franchement? Non, ça ne se voit pas comme ça, c'est un engagement de 6 ans, plus de 6 ans, avec la confiance du président de la République, et je retrouve un siège de député de l'Ardèche, que j'occupe depuis 2007, avec ce département qui est cher à mon cœur, qui est le mien, et dont je porte la voix à l'Assemblée. Pas de nostalgie, non. Pas de nostalgie. Votre mission comme secrétaire général exécutif, c'est-à-dire vous êtes le numéro 2 du parti Renaissance, sachant qu'il y a toujours un numéro 1, Oui, Stéphane Séjourné, bien sûr. il est un peu occupé puisqu'il est ministre des Affaires étrangères, donc votre mission c'est, si j'ose dire, passer cette expression un peu triviale, de faire tourner la boutique, mais surtout dans l'immédiat, et on en parle ce matin dans les journaux de Télématin, de lancer la campagne des Européennes. Vous serez le maître d'œuvre en quelque sorte du meeting de cet après-midi à Lille, avec comme tête d'affiche Valérie Ayé. On voit aujourd'hui les sondages, vous êtes à moins de 20% selon les instituts, Jordan Bardella caracole en tête autour de 30% selon les différentes enquêtes d'opinion. Comment on rattrape 10 points de retard en 3 mois? D'abord en faisant campagne, Valérie Ayé est une députée européenne reconnue parce que présidente du 3e groupe au Parlement européen, spécialiste des questions budgétaires. Elle est reconnue, mais elle n'est pas connue. Elle est élue locale en Mayenne, c'est très important. Vous savez, par rapport à tous les autres candidats, toutes les autres têtes de liste, Valérie Ayé a cette caractéristique d'avoir été élue locale. Elle a été conseillère départementale, vice-présidente du département. Elle s'est présentée sur son nom, devant les électeurs, dans son département, le département où elle est née, où elle a grandi. Et je tiens beaucoup à cette caractéristique d'ancrage territorial. C'est la seule qui la présente. Et puis nous allons faire campagne. Nous commençons, j'entends les commentaires sur le calendrier, est-ce qu'on part suffisamment tôt ou est-ce qu'on partirait déjà trop tard? Nous partons plus tôt qu'en 2019. Et il y a un retard à rattraper aujourd'hui dans les études d'opinion. Et c'est un retard que nous voulons rattraper par la mobilisation, mais aussi en montrant et en pointant les impostures du Rassemblement national. Mais je me permets d'insister quand même, le manque de notoriété de Valérie Ayé, vous dites, elle est connue dans son département, elle est reconnue à la tête du groupe Renew. Est-ce que ce n'est pas un handicap face à des poids lourds que sont devenus Jordan Bardella ou même Raphaël Glucksmann, qui vous fait concurrence, notamment au sein de l'électorat jeune de centre-gauche? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de notoriété très franchement? On a aussi 10 points d'avance sur M. Glucksmann. Ouais. Donc les sondages, quand on les commande, ça marche dans les 2 cas. Je pense qu'il y a 2 réponses à votre question. La première, c'est que, je l'ai dit, Valérie Ayé est présidente du 3e groupe au Parlement européen. Oui, mais ça, personne ne le sait. C'est peut-être là le problème, parce que ça signifie qu'on ne s'intéresse pas assez, entre 2 élections, à ce qui se passe au Parlement européen, où pourtant il se passe beaucoup de choses qui concernent le quotidien des Français. Et moi, je préfère 1000 fois une élue locale, une députée européenne qui a travaillé, qui a un bilan exceptionnel, qui est classée parmi les 5 députés européens les plus influents au cours des 5 dernières années, plutôt qu'une star médiatique. C'est un choix que nous avons fait. Je suis assez convaincu que si nous avions désigné quelqu'un de très connu, on nous aurait dit vous sortez toujours les mêmes. Ouais. Là, nous faisons le choix d'une élue locale qui travaille et qui est reconnue à Bruxelles. C'est là que ça se passe, c'est là que ça compte. En tout cas, elle a un avocat convaincu en votre personne. Renaissance, Valérie Ayé, vous-même, le groupe incarne, à tort ou à raison, plutôt l'Europe qui contraint que celle qui protège. On l'a vu au moment de la crise des agriculteurs. Et le RN, le Rassemblement national de Jordan Bardella, surfe sur cette impopularité des directives venues de Bruxelles, comme on dit, dans ce parti-là. Comment on lutte contre cela? D'abord, il faut regarder les choses en face. Et l'Europe a des défauts. Elle a des défauts de complexité, elle paraît parfois trop technocratique, et c'est souvent une réalité. Et sur des sujets comme celui de l'agriculture, lorsque le président de la République dit qu'il faut simplifier de manière drastique la politique agricole commune, il a raison, de la même manière que chaque fois que nous pouvons simplifier les choses, nous devons le faire. Par contre, c'est souvent un mauvais procès aussi qu'on fait à l'Europe. Parce qu'il faut regarder d'où nous venons depuis 5 ans. Si en 2019, lors des dernières élections européennes, on avait dit aux Français et aux Européens que dans les 5 années qui allaient venir, ils allaient connaître une crise sanitaire, ils allaient connaître une guerre sur le territoire européen, en Ukraine, ils allaient connaître une crise inflationniste. Peu de gens nous auraient cru. Et sans l'Europe, nous ne les aurions pas traversés. J'ai été ministre du budget au moment de la crise Covid. Je peux vous assurer 2 choses. Sans l'Europe, nous n'aurions pas eu accès aux vaccins comme nous l'avons fait. Et surtout,
J'étais ministre du budget, je finançais les aides exceptionnelles que nous avons mises en place pendant la période du Covid. Et si nous avons pu emprunter pour financer ces aides, c'est grâce emprunter à taux zéro, c'est pas selon moi. C'est grâce à l'Europe, à la Banque centrale qui garantissait nos emprunts. Le Rassemblement national n'a voté aucune des mesures d'urgence, aucune des mesures de soutien. Il passe son temps à taper sur l'Europe, mais lorsqu'il s'agit de répondre présent pour défendre les intérêts de la France, ils sont absents, ils ont piscine. On parle du Covid, aujourd'hui on est dans une autre actualité que vous avez rappelée, c'est la guerre en Ukraine, c'est la position en particulier face à Vladimir Poutine, et ce qui apparaît aujourd'hui, en tout cas, comme un cavalier seul du président Macron, qui n'a pas exclu d'envoyer des troupes occidentales sur le front en Ukraine. En tout cas, la pensée présidentielle a été précisée. C'est plus complexe que ça, je crois. C'est plus complexe, mais en tout cas, il a dit que tout était sur la table et rien n'était exclu. Est-ce que vous pensez que c'est populaire au sein de l'opinion ? Est-ce que ça vous fait marquer des points, cette position, non pas de va-t-en-guerre, mais de résistance forte par rapport à Poutine dans les élections européennes ? C'est dire les choses comme elles sont, et ce n'est pas un cavalier seul. Regardez les réactions dans les États baltes, en Scandinavie. Et il y a... Parmi nos partenaires européens, et singulièrement avec l'Allemagne, vous avez vu qu'on n'a pas été suivis. Beaucoup ont évolué depuis 15 jours, et on voit que la position du président de la République n'est pas isolée comme vous l'avez présentée, comme elle l'a été. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il faut poser des lignes rouges. C'est là aussi la différence entre nous et nos principaux concurrents. Lorsque Jordan Bardella sort de l'Élysée, après la réunion des chefs de parti, la première chose qu'il fait, c'est de poser des lignes rouges au président de la République française. Il n'en a jamais posé dans ses expressions à Vladimir Poutine. On voit le choix qu'il a fait, et on voit au Parlement européen que là aussi, lorsqu'il s'agit d'être ferme face à la Russie, à ses atteintes à droit, à ses atteintes à l'intégrité territoriale des pays voisins, l'extrême droite n'est jamais présente. C'est nous, notre majorité, qui menons ce combat. Votre mission après les élections européennes, c'est aussi de restructurer le parti Renaissance. Il y aura un congrès dans quelques mois. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'après-Macron? Cet après-midi à Lille, au meeting de Lille, il y aura tous ses successeurs potentiels, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Est-ce qu'on n'est pas déjà rentré dans l'après-Macron, même si c'est à lui que vous devez votre nomination? Nous ne sommes pas au milieu du quinquennat. Nous ne sommes pas encore au milieu du deuxième quinquennat, donc il y a beaucoup de temps. Ouais. Et nous devons réussir ce quinquennat. Moi, je dis souvent, en pensant à 2027, que celles et ceux qui souhaitent succéder au président de la République, et c'est légitime finalement qu'il y ait des volontés, des envies, des ambitions, doivent, à mon avis, s'en tenir à 3 priorités. La première, c'est l'unité, parce que notre famille politique aura besoin d'unité. La deuxième, c'est la réussite du quinquennat, parce que personne ne pourra s'exonérer du bilan et du travail que nous menons. Et puis la troisième condition, c'est le dépassement, parce que c'est une belle entreprise politique que le président de la République a entreprise, et c'est ce que nous continuons avec Valérie Ayé. C'est un petit peu des vœux pieux, parce que vous entendez par exemple Édouard Philippe assez régulièrement, il y a une petite musique politique qui est différente, il n'hésite pas à critiquer les choix parfois faits par Emmanuel Macron. Chacun a sa personnalité et ses priorités. Mais c'est gênant. Ça ne remet pas en cause l'unité de la majorité, c'est ça qui compte. Elle est parfois remise en cause. On l'a vu avec François Bayrou aussi, au moment du remaniement. Vous savez, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quand on voit les réformes que nous avons portées, celles que j'ai portées dans les derniers mois, notamment sur les retraites, la majorité n'a jamais manqué, elle n'a jamais été fracturée. Bon, en tout cas, vous, Olivier Dussopt, et ce sera ma dernière question, vous revenez en première ligne alors que... si j'ose dire, vous n'en avez pas tout à fait fini avec les affaires de justice, puisque le parquet a fait appel après votre relax, il faut le dire, au mois de janvier, par le tribunal correctionnel de Paris qui jugeait une affaire de soupçon de favoritisme. Est-ce que cet appel fait par le parquet n'est pas gênant dans votre retour en politique ? Le tribunal de Paris a pris une décision me concernant, qui est une relax, vous l'avez dit, et il a dit que tout ce que j'ai fait en 2009, j'ai transformer le service public de l'eau de ma commune, à Annonay. Je suis passé d'une délégation de service public à une régie publique et j'ai baissé les tarifs de 25%. Le parquet considérait qu'il y avait des choses à interroger. Le tribunal a dit que tout ce que j'avais fait était légal et conforme au droit. Pourquoi le parquet national financier refait appel selon vous ? Ce n'est pas à moi de commenter les décisions du parquet. Ce que je dis, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'irai devant la cour d'appel avec les mêmes explications, celles qui ont convaincu le tribunal et celles qui ont amené le tribunal à dire que j'étais innocent de tout ce qui m'était reproché. Et vous pensez qu'il y a d'autres raisons que simplement juridiques par rapport à cette affaire ? Je n'ai rien à commenter. Le tribunal a reconnu mon innocence, c'est tout ce qui compte. Et vous pensez qu'il le reconnaîtra une deuxième fois ? Je le crois et je le pense. Merci beaucoup, Olivier Dussopt, secrétaire général exécutif du Parti Renaissance. Et on vous retrouvera donc au meeting à Lille tout à l'heure. À Lille avec Valérie Ayé. Merci beaucoup.